Et bonjour les gens. LR, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, on a... Salut Arthur, Jean est venu déjà. me voir. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors, Jean est venu me voir tout à l'heure. J'aime bien quand tu parles de trucs. Alors, parlons de trucs, mais cette fois, enregistrons. Alors, moi, je lui ai dit, mais de quoi veux-tu que je parle? Il m'a dit, de ce que tu veux. Et je lui ai dit, moi, j'aimerais bien parler de choses que moi j'adore et que je pense que peu de gens connaissent. Et il m'a dit, ah non, non, ça va pas, il faut que ce soit des choses que les gens connaissent un petit peu. Sauf que moi, je vois pas pourquoi mon avis vaudrait plus que celui d'autres personnes sur des choses qui sont très connues. Et je pense que je suis plus à l'aise dans des choses que peu de gens connaissent. Et d'ailleurs, je me dis que dans un sens, ça permettra aux personnes qui entendront ce son de découvrir des choses intéressantes. Donc, on voulait pas trop, trop long, qui ne pousse pas à parler des heures et des heures dessus, mais qui pourtant peut soulever des choses intéressantes. Et j'ai choisi un roman bien, enfin, 1890, comme ça. Parce que je me suis rendu compte que je lisais
moi j'ai une très grosse bibliothèque et je me suis rendu compte que 90% de mes bouquins c'était d'auteurs qui étaient morts. Ça Genre, il y a une volonté. Je pense que j'aime le romantisme. Donc je pense que dans cette série, on parlera Enfin, de c'est- films, de BD, de... ça coupe un peu quand tu parles. Ah mince. Extrêmement chiant. Bah, Viens, attends, je t'appelle en privé. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de internet. Ok. Ça va aller mieux. Et je continue le temps de changer ça. Et je vais faire une pause de 10 secondes quand ça va être good. Quoi qu'il en soit. Je t'appelle, attends, je l'objectif t'appelle. du- Ah oui, parce qu'il y a une mise à jour prête et tout machin. Casse les couilles, Discord. C'est le moment, tiens. Ah, c'est Discord qui fait bugger? Ouais, je pense que c'est Discord qui en galère un peu. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Je t'appelle direct, comme ça on n'utilise pas le serveur. J'ai mis ce clic sur refuser. Eh, moi aussi. J'ai quitté en même temps. C'est bon, ça enregistre? Ah oui, y a rien qui est quitté là. Ok. J'ai juste Alors, mis, le principe de l'écran cette en rouge. série, je sais même pas comment Jean va l'appeler, On est aucune idée. mais en gros, c'est... Moi, j'aime pas trop les trucs où on essaie de faire les points A et B, de qu'est-ce que c'est bien, etc. Vous allez avoir une série sur ce que j'aime, et sur ce que je trouve trop bien dans les œuvres. Et voilà, et en fait, surtout, les sujets qu'on va aborder, enfin les œuvres qu'on va aborder, ne sont qu'un prétexte, je pense, à parler d'autres sujets et à débattre dessus, mais on va complètement digresser, je pense, et j'ai choisi des trucs exprès qui poussent à ça, en tout cas. On va commencer par un petit roman qui est assez court, mais qui, moi, parle de sujets qui me passionnent et qui, en plus, ce sont des chefs-d'œuvre d'écriture, mais ça, bon. Alors, je pourrais vous lire des passages, sauf que je vais pas le faire, et c'est tant mieux parce que c'est un épisode pilote et c'est censé être un peu court. Tout simplement parce que moi, j'ai un vilain défaut, c'est que les livres que j'adore, je les passe à des gens pour qu'ils les lisent. Ces gens ne les lisent pas, et pire, ne me les rendent jamais. Du coup, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je peux pas vous lire de passage parce que je l'ai jamais revu, quoi. Je pense que je me le rachèterai un jour, mais bon. Je pense qu'on Ce a tous n'est le même problème. que de mes souvenirs, je l'ai lu il y a 2... Ouais, voilà, tu vois. J'ai des jeux, mon gars, genre je devrais tellement y rejouer, genre ma première Xbox, et je les ai prêtés à des gens, Ils sont je les ai perdus jamais dans le revus. désert. Ouais, non, vraiment, je sais même pas si les personnes en question. Déjà, j'ai perdu contact avec eux en plus, et en plus de ça, je suis même pas sûr qu'ils savent où ils sont eux-mêmes, ces jeux-là. Ouais. Puis le pire, c'est que les livres, t'as une chance si tu les retrouves que de les retrouver abîmés, quoi. Quoique, Ouais, une fois, ça j'ai après, retrouvé un jeu vidéo pas... complètement abîmé. J'ai un pote, il a mis un mois à me le rendre, et en fait, il m'a avoué le jour où il me l'a rendu que son petit frère ou son chien, je sais plus, avait joué avec, et le machin, il était scotché. C'était un GTA Vice City, flambant neuf, et la boîte en carton était entièrement rescotchée avec du gros scotch mat. Bref. Enfin. Mais t'en as pas racheté un ni rien, quoi. Non, on était gosses, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre. Alors moi, je mettrais ça dans les piliers du romantisme noir. C'est comment dire? Ce sont des petits livres d'horreur, de fantastique horreur, qui sentent bon les bas-fonds londoniens des années 1890, etc. On est totalement de cette veine-là, très romantique, très gentleman. Et on est face à des auteurs qui vont vous raconter des choses surnaturelles et qui vont surtout raconter la détresse que provoquent ces choses surnaturelles sur les gens on peut dire normaux. Ce livre s'appelle Le Grand Dieu Pan. Pan, P-A-N.
c'est écrit par un auteur britannique qui s'appelle Arthur Machen, ou Machen, je sais pas comment on dit. McCain. M-A-C-H-E-N. Et donc, voilà, j'ai choisi de vous parler de ça pour le premier épisode. Alors, bon, je vais vous décrire un petit peu le synopsis. Cherchez pas un truc à la mode là, parce que bon, Jean vous en parlera peut-être maintenant, mais moi le spoil, j'en ai rien à foutre quoi. Parce que Ouais, moi-même je ne suis absolument pas dérangé par ça et j'ai aucune compassion pour ceux que ça gêne. Je sais que c'est un vilain défaut, mais c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais faut que je mette dans le titre alerte spoiler, genre il y aura des spoilers tout le temps, donc si c'est là, c'est vraiment pour parler des gens qui soit l'ont lu, soit savent qu'ils vont pas le lire. mais je trouve que Ou alors qui sont pas des je, spoilers nazis. je Comme moi. trouve que les romans globalement, c'est comment dire, le spoil est moins grave, enfin pas moins grave, mais il se ressent moins que dans les films, par exemple, ou les séries. Moi Un tu peu me spoil dans un la BD. roman, je fais la gueule. Oui, mais en fait, je trouve que dans un roman, le chemin est tellement plus important que la destination, bien plus que les films, en fait. Que tu n'es pas, tu n'es, comment dire, Tu même vis si tu sais la ouais, je sais fin, pas. et ben t'en tireras quand même plus de choses, même si la fin t'a été gâchée par quelqu'un. J'ai choisi un autre livre dont on va pas parler aujourd'hui. Je peux le teaser. Je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est marrant parce que tu viens de parler d'un truc qui m'a fait tilt. Je suis en train de regarder la série Lock Case ou un truc dans le genre, The House of Ski. Yes. Genre, et en gros, dedans, t'as des clés magiques et l'idée c'est qu'il y en a une d'entre elles. C'est les clés de tête en gros. Quand tu la mets dans Ouais. ta nuque, tu arrives à sortir de ton corps et à rentrer dans un truc matériel qui symbolise ta tête en fait, ton esprit. Ok. Et il y a un des gars dedans, c'est une porte. Il jette un livre dedans, il referme la Ouais. porte et il connaît tout le contenu du livre sans l'avoir lu. Et en fait, je disais à Emma, mais en fait, comment ça doit être trop bizarre de connaître un livre par cœur sans jamais l'avoir lu et sans jamais avoir ressenti les sensations de le lire. Tu sais, les émotions Ouais, que ouais, tu je as vois. en le lisant. Et je me dis, ça doit être Mais vraiment c'est très vrai. bizarre. Bah, Tu sais, si t'as pas en fait, je pense que le plaisir de lire, de ressentir ce que te fait ressentir le bouquin à la ligne près, genre à chaque fois que tu lis un mot, ça doit être quand même très bizarre. et ben en fait, je pense que tu ressens des émotions par ce procédé-là, mais juste par Le souvenir, le fond du propos, parce qu'en ouais, fait, ça pas c'est le comme fait si de la tu lecture. lisais un résumé Wikipédia ultra exhaustif de ça en fait. Mais quand Ouais, mais tu lis vraiment un livre, tu as le plaisir de la langue, etc. Et là, tu ressens des émotions supplémentaires. Mais c'est vrai que c'est très intéressant comme question. ouais, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, un livre, la moitié du sentiment que tu as en lisant un livre, c'est l'environnement dans lequel tu es à ce moment-là. Tu Mm. sais, si Oui, tu c'est vas vrai. bien en ce moment-là, tu vas me dire la même phrase, tu vas pas être affecté pareil en fait. Mm. Et du coup, je me dis, si tu enlèves le Ouais, je côté vois. lecture direct, tu sais, t'as juste le savoir. Genre, c'est pour ça le spoil, c'est ça je pense que c'est pour ça que ça m'affecte autant. C'est parce que sinon, je suis pas surpris par l'œuvre et genre, ça me, ça me le gâche en fait, vraiment. Mm. Et je pense que c'est uniquement pour ça que je suis un spoiler nazi. Ah non, mais moi, comment dire, j'ai pas du tout un discours. Je comprends totalement. C'est juste que j'y suis très peu sensible et j'ai l'impression des fois que si je spoil, c'est pour une bonne cause. C'est-à-dire que j'arrive à donner envie malgré le spoil, je pense, quand je recommande une œuvre. Ouais. Et ça pousse les gens à se dire mais pourquoi? Enfin, ouais, bizarre. En tout cas, aujourd'hui, il y en aura. Parce que sinon... Alors, vous verrez que... Comment dire ça? Il y en aura, il y en aura pas. C'est-à-dire que Le Grand Dieu pense, c'est un ouvrage assez étrange parce que il n'y a pas de chute en fait à l'histoire. Il n'y a pas de fin. Ça va juste vous raconter des trucs.
il y a un fil directeur, mais on s'en fout, il est décousu, comment se finissent les choses, ça n'importe quasiment pas. Limite, le livre, on pourrait ne pas le finir, on en serait quand même... C'est vraiment le... Je sais pas si j'ai déjà lu un livre où c'est le voyage qui est aussi important. En tout cas, on va parler de ce livre-là. Je vais vous le résumer rapidement, et puis je suis content parce que Jean ne le connaît pas. Du coup, voilà, n'hésite pas à m'arrêter si tu as des questions, etc. On va commencer par un bref résumé, et puis voilà, on verra où ça nous mène. Alors, le grand Dieu. Pardon. À l'époque où c'est écrit, ce livre-là, on est dans les prémices des neurosciences. On commence à faire l'anatomie du cerveau, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on essaie de cartographier les différentes zones, et on essaie de comprendre où est le siège de la conscience, etc. Le roman, il part de là. Il part de deux choses, en fait. Il part de ça, et il part d'un autre point qui est le voile de l'invisible, c'est-à-dire tout ce qui est créature surnaturelle. Le voile de... Le voile qui sépare notre monde du monde de l'invisible, en fait. Tout ce qui est créatures mythiques, etc. Machin. Ce livre, en fait, il raconte l'histoire... Alors, le tout début faut commencer par le commencement. Il raconte pas l'histoire de la personne dont je vais vous parler, mais d'une personne qui a un lien profond avec celle-ci. Il parle en fait d'un neurochirurgien. Ah, c'est même pas un neurochirurgien, ce métier-là n'existe pas à l'époque, mais il parle de quelqu'un, d'un médecin, pionnier dans les recherches sur le cerveau, qui, je crois, alors, je vous dis ça, je l'ai lu il y a 2-3 ans, et j'ai peut-être oublié des trucs, je dis peut-être des erreurs, mais c'est pas grave. Ce monsieur-là, je crois qu'il a été banni de l'ordre des médecins, ou en tout cas il est fortement décrié, puisque ses recherches commencent à faire jaser, et la communauté de l'ordre médical disent bon, vous devriez vous calmer, etc., et essayer de le mettre à l'ombre. Ce monsieur-là, en fait, il est persuadé que toutes les légendes et les contes que les hommes ont créés, tu vois, toutes les créatures mythiques, etc., toutes les histoires de fantômes, voilà. En fait, c'est totalement réel, ça existe, mais c'est juste que l'évolution a fait que l'homme, contrairement aux animaux, si tu veux, a perdu un peu ce sixième sens. Il s'est atténué au fil des générations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de choses surnaturelles comme on pouvait l'impression, comme les textes de l'ancien temps pouvaient donner l'impression, tous les témoignages d'avant. Et lui, il est persuadé qu'en fait, ce déclin de cette capacité qu'aurait eu l'homme auparavant est dû à un endroit très précis dans le cerveau qui, si stimulé, permettra aux gens de retrouver cette capacité de voir l'autre monde. Il est donc viré plus ou moins de l'ordre des médecins pour ses recherches, qu'on considère comme dangereuses et complètement inutiles et complètement fantasmées, enfin je sais pas comment on dit. Et ce monsieur a la chance de rencontrer une jeune femme, donc je crois qu'en fait c'est une jeune fille qu'il a recueillie, qu'il a élevée, donc elle a grandi et elle est en âge d'être d'être sa femme, et de fait elle devient sa femme. Donc ils ont un très grand écart d'âge tous les deux. Et elle, en fait, comme elle vient d'un horrible, elle a été recueillie par cet homme-là, elle le vénère plus. Enfin, c'est pas qu'elle le vénère, mais elle lui porte un respect immense, et elle est totalement dévouée à ce monsieur-là. Et un jour, il lui dit voilà, je suis persuadé que je peux rendre aux hommes, enfin à l'humanité, cette capacité de voir l'autre monde qui nous entoure, et je voudrais que tu sois ma cobaye, en fait. Elle accepte, et le début du roman, en fait, c'est le récit d'un ami à ce médecin-là, qui est journaliste, je crois, et qui, en fait, jure sur l'honneur de faire un témoignage de ce qu'il a vu. Donc, il est invité, ce journaliste, dans le manoir du médecin, pour le jour de cette expérience-là.
Donc expérience un petit peu écœurante, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une trépanation. Donc je sais plus comment ça se passe, mais en gros il lui fait un petit trou dans la tête, et l'objectif c'est que donc ce médecin a détecté l'endroit précis du cerveau qui doit être stimulé, et pour qu'il soit stimulé il faut juste en fait faire passer un pic et juste toucher de manière infime cette zone, et normalement les capacités sont censées se réveiller. Une trépanation, Il fait l'expert. en général, c'est une lobotomie, en gros. Alors je sais plus, je connais pas les termes exacts. Tu sais, trépanation, tu peux le faire Justement, par c'est ça qui l'œil est intéressant, ou c'est que le la nez, trépanation, ou quoi, c'est là. le terme exact du mode opératoire, mais la lobotomie, c'est D'accord. pas sur une trépanation, mais si tu vas... Genre, c'est pour abîmer, en fait. Une lobotomie, c'est pour Ok. Bah là, détruire une partie du cerveau. alors, c'est pas pour abîmer, c'est la D'accord. personne est censée garder toutes ses facultés et en plus en gagner une. Donc il accède au cerveau, d'une certaine Voilà. manière. Il fait l'expérience. En gros, la femme est attachée. Je crois pas qu'elle est sous anesthésie. Si, je crois qu'elle est sous anesthésie, un truc. Oui, c'est ça, elle est sous anesthésie. Elle est inconsciente. Il fait son expérience. Il touche la zone. Et ensuite, ils attendent que la femme se réveille. Et quand elle revient à elle, ils se penchent sur elle, ils lui font tout va bien, etc. Elle ouvre les yeux, elle reconnaît son mari, et l'ami de son mari, et elle s'apprête à parler, dire que tout va bien. Et là, elle a une expression, elle regarde autour d'elle, et elle a une expression sur le visage de genre d'illumination, genre, tout est magnifique autour d'elle. Je crois que dans le livre, ils disent qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui avait une expression de bonheur et de félicité aussi absolue. Et en quelques secondes, tout s'écroule, et c'est comme si elle voyait l'horreur la plus indicible tout autour d'elle. Et surtout, elle voit quelque chose de précis qui la rend complètement folle. Elle tombe complètement cinglée. Il la ceinture, etc. C'est Cloulou. Et à la fin, elle tombe dans un état catatonique. Et enfin, elle réagit même plus, tu vois. Donc l'expérience est un échec, mais il se passe quelque chose que le médecin n'avait pas prévu. C'est qu'en fait, au moment où il a fait cette expérience, sa femme était enceinte de lui. Elle va donc vivre sa grossesse complètement catatonique, quoi. Et lorsqu'elle va accoucher de son enfant, après l'accouchement, elle va mourir, tout après. Ensuite, le médecin, il va commencer à élever sa fille, mais il a déjà beaucoup réfléchi à la chose, et il est persuadé qu'en fait, son expérience sur sa femme a fonctionné. Ce qui l'a rendue folle, c'est qu'elle a vraiment vu l'autre monde, mais qu'en soi, son corps n'était pas... comment dire, son esprit n'était pas adapté à ce changement de son corps, si tu veux. C'est pour ça qu'elle a pas su garder le contrôle, on va dire. Et il est persuadé que donc sa femme accouche d'une petite fille, et il est persuadé que sa fille, Il le fait dès la naissance, elle va comme si tu s'habituer au veux, truc. elle, en gros, c'est ça, elle a développé c'est glauque dans de le ouf. ventre de sa mère la même capacité, Ouais. mais elle ne tombera pas folle en voyant ça, puisqu'elle a ça de manière innée, on va dire. On sait pas. Alors, le roman, il est très bien construit, puisque en fait, il est en une... je crois que ça doit être 7-8 chapitres, un truc comme ça. Et chaque chapitre, c'est en fait des témoignages, des lettres, etc., de diverses personnes sur, je dirais, sur 70 ans, qui sont, de manière plus ou moins éloignée, entrées en contact avec cette petite fille, qui sur 70 ans va devenir une femme, une jeune adulte, une 70 femme, ans, quand même. une vieillarde, etc. Ben, tu vois, oui, donc c'est sur un temps assez long. Et c'est totalement toujours raconté de manière extérieure, ou en fait au personnage principal du roman, qui est la petite fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc, c'est vraiment passionnant parce que c'est sous des styles très différents, chaque chapitre, comme ces différents auteurs fictifs, en gros. Et alors, je te donne quelques exemples de différents quelques auteurs chapitres. fictifs? Bah parce que c'est comme si quelqu'un, un enquêteur, avait compilé sur Ok, ouais. 70 ans des témoignages de gens qui sont
entrer en contact avec cette gamine-là. Mais sans savoir absolument qui elle est, ce qu'elle a vécu, d'où elle Ouais. vient, etc. Et comment le lecteur sait du coup ce qu'elle a vécu, d'où elle vient? Bah, parce que lui, il lit les trucs de A à Z, quoi. Enfin, surtout, il a lu les 2 premiers chapitres. Ok. Qui sont, comment dire, bah, tu vois, qui racontent ce que je viens de te raconter, quoi. Mhm. Pardon, j'ai éternué. Du coup, je vais te dire, je crois que c'est le 2e chapitre que je trouve passionnant, qui est en fait la première manifestation, qui est la preuve en fait que le médecin avait vu juste et que sa fille a cette capacité qu'il recherchait en fait à atteindre chez sa femme. Je crois qu'il le comprend très vite, que sa fille n'est pas comme les autres. Et en fait, ce qu'il décide de faire, je crois qu'il comprend aussi le danger qu'elle représente. Ce qu'il décide de faire, c'est de l'éloigner de lui et en fait de la faire élever dans la plus pure innocence chez des paysans qui habitent pas loin de son manoir, des gens très simples, hein, on est dans les années 1800, etc. Enfin voilà, ça se passe en Angleterre, je crois. Et la gamine, c'est une enfant normale, mais si tu veux, quand il donne sa fille à des gens pour qu'ils l'élèvent, il donne une méga somme d'argent, tu vois, et il donne des consignes du genre vous ne la disputez jamais, vous la laissez totalement libre. Si elle doit partir dans la nature pendant 2 jours, mais il n'y a pas de problème. Vous ne la mettez jamais à l'école. Si elle veut jouer avec des enfants, vous la laissez jouer. Enfin voilà. Des trucs un peu bizarres, tu vois. Je dirais, elle n'a pas une enfance normale avec. Ouais. Et en fait, un jour, donc elle joue, elle se lie d'amitié. Alors cette petite fille, elle est pas autiste, mais elle est vraiment dans son monde, quoi, si tu veux. Mais elle s'exprime très bien, voilà, elle est assez discrète, mais elle est dans son monde. Et elle se lie d'amitié avec la fille de cette famille-là. Et un jour, les 2 petites filles partent jouer à la lisière de la forêt. Et tout d'un coup, donc la fille du médecin, elle est en train de jouer avec la gamine au lisière de la forêt, et elle se retourne comme si elle avait entendu quelque chose que n'entend pas l'autre enfant. Et puis elle part comme ça. Et du coup, elle revient pas pour 3 jours. Et son amie s'inquiète, etc. Elle va voir ses parents, et ses parents refusent d'aller la chercher, en disant non, non, c'était bien dans les règles, faut la laisser partir, etc. Et la petite fille a dit oui, mais je crois qu'elle a entendu quelqu'un l'appeler, ça se trouve quelqu'un lui veut du mal, et ses parents l'engueulent et lui disent non, non, tu vas pas la chercher, etc. 3 jours plus tard, on apprend qu'il s'est passé un drame dans le hameau, et qu'il y a le fils d'un forgeron, d'un truc comme ça, qui est devenu complètement fou. Un petit garçon qui a genre 5 ans, qui hurle de terreur et qui va bientôt clamser de ça, en fait. Et donc, tout le village se rassemble et va au chevet de cet enfant. On appelle le médecin du coin, etc. Voilà. Et on arrive à tirer quelques témoignages du petit garçon avant qu'il perde complètement la boule. On lui dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, en fait, je portais des stères de bois jusqu'à la maison et je longeais la forêt et j'ai vu la fille du médecin. Et en fait, je l'ai regardée et je la voyais danser. Et donc, mais danser toute seule, en rond, au milieu de la forêt. Et du coup, j'ai voulu aller la voir pour lui dire bonjour. Et plus je me suis rapproché d'elle, plus j'ai vu quelque chose avec qui elle dansait. Et plus je me suis rapproché, plus les traits se sont affinés. Et j'ai vu qu'elle dansait avec un monsieur qui était tout nu et qui avait les jambes poilues et qui avait des grandes cornes. Et puis là, il dit hélas, le monsieur il m'a vu. Et ses yeux, mon Dieu, mais ses yeux. Et là, le gamin, il va.
Et là, la gamine du médecin, elle rentre tranquille à la maison, etc. Et en fait, t'apprends, je sais plus vraiment si c'est exactement comme ça, mais en gros, tu apprends dans ce chapitre que le pouvoir de l'enfant, de chercher à atteindre son père, enfin, à donner ce pouvoir-là aux humains, il n'est pas parfait, puisqu'il a un défaut, c'est-à-dire que la gamine arrive de fait à voir au-delà du voile, le monde de l'invisible. Mhm. Le problème, c'est qu'en fait, ça ne reste pas cantonné à son cerveau, à sa vision, mais qu'elle génère constamment une sorte de champ autour d'elle qui brise le voile. Et si un humain s'approche d'elle suffisamment près au moment où elle est en contact avec une entité de l'invisible, eh ben, l'humain étranger qui arrive et qui est dans ce champ acquiert la même capacité qu'elle, sauf que lui, contrairement à elle, il n'a pas ce pouvoir de manière innée. Et comme la mère de cet enfant, la gamine du médecin, son esprit ne tient pas et il voit. Et en fait, en gros, le monde de l'invisible est trop étranger pour l'homme et l'esprit humain ne le supporte pas, ou en tout cas ne le supporte plus. Et voilà. Et ça, c'est le premier récit. Et suite à ça, on va perdre la trace de cet enfant. Et les différents chapitres vont se passer genre 15 ans plus tard. Et ça va faire des bonds de tous les 10 ans. Et ça va amener à des, des personnages de situations sociales, milieux sociaux très variés. Ça va aller jusqu'à la bourgeoisie très cultivée londonienne, avec les cafés philosophiques, etc., les grandes fêtes, voilà. Et en fait, on se rend compte au fil du roman que cette fille, qui est devenue une femme désormais, est quelqu'un à qui la vie a toujours réussi. Et elle ne travaille pas, mais elle a une richesse constante. Et ce qu'elle fait de sa vie, en fait, c'est d'organiser les plus grandes soirées mondaines de Londres, sans jamais vraiment se montrer, en étant très discrète. C'est quasiment une légende dans Londres. Et si tu ne vas pas à ces soirées, t'es pas un mec de la haute société, quoi. Ouais. Et on cherche toujours, on vante sa très grande beauté, sa très grande classe, et beaucoup de gens, tu sais, c'est cette période de romantisme, c'est très codifié, et c'est-à-dire les hommes vont essayer de la débusquer, en fait, de savoir qui elle est, puisqu'elle paraît inaccessible constamment, et vont essayer de la séduire. Et on va avoir le cas de quelques hommes qui, justement, se montrent un peu trop assistants et vont jusqu'à l'espionner de son intimité. Et un jour ou l'autre, ils finissent très par la Charlie, voir ça. danser. Ils finissent par la voir danser. C'est le cas de le dire. Ils finissent par la voir danser avec ce fameux grand dieu Pan. Et systématiquement, ils se suicident après avoir vu ça. Avec Comme des une carottes, envie. quoi. Voilà, ils peuvent pas tenir. Le roman est absolument passionnant. Il est très court. C'est quasiment un petit recueil de 8 nouvelles, quoi. Et C'est 8 stades de l'histoire de cette gamine, en fait. c'est 8 témoignages Ok. différents. Et le livre est passionnant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les livres de cette époque, c'est que tu as une espèce de... Je trouve que ça n'a jamais été refait. Je comprends pas. Tu sais, maintenant, quand on lit des livres de fantastique, on est constamment dans des choses... on se dit, bon, je vais lire un livre de fantastique, tu vois. Tu pars du principe que c'est un monde imaginaire, voilà. Mais j'ai l'impression qu'à cette époque, ils faisaient pas la différence entre le vrai et l'irréel, en fait, le surnaturel, si tu veux. Enfin, je veux dire, même plus tu remontes dans le temps, de toute façon, plus les croyances et la vérité sont floues, tu vois, dans la conscience des gens. Mhm. Et je pense que ce qui a le plus plu à ces grands artistes, c'est de créer des œuvres où tout semble plausible du début à la fin. En fait, je pense que tu sais, aujourd'hui, on met des codes. Enfin, on dit ça, c'est de la science-fiction, ça, c'est du fantastique, ça, c'est de la fantasy et tout. Mais ça n'existait même pas vraiment, ces codifications à ces époques-là. Et je pense que c'était des gens qui n'avaient pas conscience qu'ils écrivaient
du fantastique. Et c'était des gens qui écrivaient des choses vraiment ancrées dans le réel. Et c'est cette espèce de, de super grand gouffre qui te tombe d'un coup dessus. De genre, oh, je lis quelque chose qui semble être totalement genre des témoignages existants. Et boum, tout d'un coup, tu as une situation complètement folle qui arrive, mais qui dénote pas avec le reste. Et c'est passionnant. C'est merveilleusement bien écrit. C'est comme toute cette époque-là, de toute façon. Et moi, tu regardes tous mes livres d'horreur, c'est que du Edgar Allan Poe, c'est du genré, c'est vraiment toujours plus ou moins la même période sur 30 ans d'écart. Et je trouve qu'on n'a jamais fait mieux. C'est. Enfin, je sais pas. Et puis il y a aussi quelque chose, ça je voudrais le rajouter, parce que moi, mon écrivain préféré, par exemple, c'est Clark Ashton Smith. Je vous fais vite fait une petite bio. On considère qu'il y a trois grands parrains, tu vois, de cette école de la littérature. Souvent on appelle Weird Tales. En fait, le Weird Tales, c'est un magazine de petits écrits un peu fantastiques. C'était assez mal considéré à l'époque. Voilà, c'était considéré comme de la littérature, pas de bas étage, mais voilà. Et ça regroupe 3 auteurs phares qui en fait se sont rencontrés à travers ce journal sans jamais. Je crois que il y en a un d'entre eux qui a jamais vu les autres, mais ils avaient une relation épistolaire assez poussée et ils se connaissaient de réputation. Ils avaient énormément de respect les uns pour les autres. Ces 3 personnes, c'est Lovecraft, que tout le monde connaît, je pense. Parlé. Howard, qui est l'auteur, entre autres, de Conan le Barbare, un génie absolu de la description, et le plus jeune d'entre eux, Clark Ashton Smith. Clark Ashton Smith, il a une particularité, c'est que avant d'être connu pour ses écrits dans Weird Tales, donc qui appartiennent à ce genre de fantastique, il était, malgré le fait qu'il soit le plus jeune, il était avant tout connu pour être un grand poète. Donc, ce qui fait que là où Howard et Lovecraft sont de très grands écrivains, où tu dis waouh, c'est vraiment beau ce qu'ils écrivent, au-delà du contenu même, c'est vraiment très bien exécuté. Mais Clark, c'est un niveau mais tellement au-dessus. Chaque mot est magnifique. Genre, je me permets. Clark Ashton Smith. Ok. Non, mais je fais un parallèle avec Clark Ashton Smith parce qu'il me fait beaucoup penser à l'auteur du Grand Dieu Pan, Arthur Machen. Okay. Qui dans un sens, les auteurs de cette époque-là, ils ont tous un point commun que j'ai l'impression que tous les auteurs d'aujourd'hui ont oublié, c'est l'amour du beau mot. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va te créer mais il y a des œuvres complètement magistrales de nos jours qui apparaissent tous les jours, où le fond est très bien exécuté. Alors après, moi, c'est peut-être que j'aime les trucs à l'ancienne, les vieux trucs, mais avant, tu avais des choses complètement fantastiques comme on a aujourd'hui Stephen King, par exemple. Mais alors, imagine Stephen King, mais avec la beauté littéraire d'un Baudelaire, tu vois. Et ça, on ne trouve plus maintenant. Et moi, je le regrette un peu. Peut-être que la manière d'écrire, ça fait un peu vieillot, mais au bout d'un moment, tu te dis, bah déjà, mon livre, c'est de la balle, parce que le contenu est ouf. Et puis, au-delà de ça, même si vous n'êtes pas sensible, vous pouvez être sensible juste à l'agencement des mots, qui est juste un tableau de maître. Et tu vois, je te donne comme on m'a piqué mon livre du Grand Dieu Pan, je peux pas vous citer un passage, mais je vais vous citer un passage de Clark Ashton Smith. Si vous trouvez ça beau, vous trouverez le Grand Dieu Pan magnifique dans l'agencement des mots. Je vous lis la toute première page d'un des romans de Clark Ashton Smith qui s'appelle Zotique. En fait, c'est un court poème, mais c'est pour vous donner une idée de ce que peut être la pure poésie d'une œuvre, que tu fasses de la poésie ou du roman, associé à des paysages complètement fantastiques et de l'horreur absolue. Celui qui a arpenté les ombres de Zotique, sous les rayons obliques de son soleil de braise, ne retournera pas au pays de jadis, mais entra à jamais une ultime côte, dont les cités s'effondrent dans le sable noir, d'un océan saumâtre où les dieux morts vont boire. Celui qui a connu les jardins de Zotique, où le bec des simurgues se gorge du sang des fruits,
Cela sera de ceux des plus verts hémisphères, sous des tonnelles au bout du monde, dans les cycles couchants d'années crépusculaires, il sirotera un vin à la robe amarante. Celui qui a aimé les sauvages de Zotique ne cherchera ailleurs plus douce favorite. Les baisers des amantes vaudront ceux d'un vampire, et à la fin des temps, dans la dernière nécropole, le spectre écarlate de Lilith se languira de lui, amoureux, maléfique. Celui qui, sur le pont des galères de Zotique, a vu se profiler d'étranges flèches épiques, devra encore faire face au typhon des sorciers et tenir seul la barre sur des mers lointaines, sous une lune désaxée ou un zodiaque tronqué. Donc tu vois, ça, moi, c'est tout ce que j'aime. Très sensible à ça. Et vous n'aurez pas dans le Grand Dieu Pan de la poésie comme ça. Pas un seul moment, je crois qu'il y en a, mais dans cette recherche de constamment raconter des choses très intéressantes, mais les raconter d'une manière belle, ou comme des partitions de musique, en fait. Et bien ça, je trouve qu'on le retrouve plus aujourd'hui. Et heureusement, il y a des petits éditeurs de niche qui décèlent ces diamants bruts et qui ont la présence d'esprit de les republier pour que des gens de notre génération puissent Diamant puissent brut, les carrément. découvrir. Ah ouais, vraiment. Je pense qu'il y a Petit des exercice éditions sur comme soi, tu te considères où Petite là-dedans, toi? bibliothèque ombre. Voilà. Tout. Pardon, excuse-moi. Vas-y, donc tu disais l'édition, c'est? Oui, je vous recommande une maison d'édition qui s'appelle la Petite Bibliothèque Ombre. C'est des très beaux livres, tout petits, et ils font des très belles choses. Ils ont des très bons choix. Et du Vas-y, coup, je t'écoute. je te posais la question, toi, est-ce que, vu que tu écris un peu dans ton coin, Mhm. est-ce que tu essaies de retranscrire ce style d'écriture-là ou tu essaies genre, de t'en faire un, toi, de Alors faire à ta sauce? moi, de toute façon, c'est marrant parce que je suis Je trouve ça intéressant de totalement... savoir la Ouais, différence ouais. entre ce qu'on peut appliquer et ce qu'on peut, genre, admirer, tu vois. Alors, je vais te répondre très facilement. Je pense que c'est une chance d'ailleurs, mais parfois c'est assez frustrant parce que j'ai l'impression que je progresse jamais. Mais j'ai l'absolue incapacité de faire autre chose que mon style. Après, à Mhm. savoir si mon style est bon, c'est ça qui m'inquiète. Mais même si je voulais, j'arriverais pas à copier. Ça sonnerait fou. Et j'ai jamais Alors, su en fait. j'ai, Et je vais faire un truc, un cross-média, comme, alors attends, ouais, vas-y. avant que tu le fasses, je donne juste un exemple. Je pense que moi, je suis incapable de copier des styles d'écriture. J'y arrive pas. Donc, je fais tout à ma sauce. Par contre, en fait, là où ces auteurs sont mes inspirateurs, c'est dans je pense, la mécanique de l'organisation du propos qui amène les émotions. Je te donne un exemple. Moi, il y a un auteur qui m'a profondément marqué dans un truc. Et c'est le seul truc que j'ai piqué de lui, entre autres. Edgar Allan Poe, il a une manière assez particulière de commencer ses histoires. Le meilleur truc à faire, c'est de vous en lire un passage. Je te demande une seconde. Mais Edgar pendant Allan ta Poe. seconde, j'ai le temps de dire ce que Vas-y, je vas-y. voulais dire, qui est en Vas-y, fait, vas-y. euh, quand je lis des textes à toi, Mhm. euh, je sais que tu l'aimes beaucoup, donc je pense que ça va te faire plaisir, mais quand j'entends ou quand je lis tes textes, Ouais. euh, j'ai l'impression de lire, genre, d'où le terme de cross-média, c'est que c'est pas du tout la même chose. En gros, j'ai l'impression de Ouais. lire des, les dessins de Moebius. Ah bah, c'est un beau compliment, ouais. Moi, C'est gentil. j'aime beaucoup ce gars-là et j'adore ce Ah, qu'il moi fait aussi. vraiment de quasiment tout. Il y a des trucs un peu moins que d'autres, mais Alors, moi, pour te dire, j'ai jamais rien lu.
Là, en fait, quand j'étais petit, je suis allé chez mon frère qui habite à Bordeaux. Je suis allé 2-3 fois quand j'étais tout petit. Mon frère, il avait une grande bibliothèque et il avait il y avait plein de bandes dessinées et il en avait une qui s'appelait L'Incal. Ouais, Et en fait, je je crois qu'il y l'ai avait lu, une ou archi-lu, deux, la collection il y complète. avait, je crois qu'il y avait une ou deux filles à poil dedans. Il y en a Et plus qu'une, mais ouais. moi, je m'enfermais aux toilettes et je lisais la BD parce que j'avais peur qu'on me voie regarder 3 heures une page où il y avait une fille avec des seins nus. Et du coup, et je me dis que sûrement, moi, pendant ces 2-3 fois où je suis allé chez mon frère, j'ai En dû être sachant que marqué par son image. si on te surprend à sortir des toilettes après un certain temps avec cette BD, je pense que c'est pire que si que si on te voit dans une pièce random, genre admirer des Oui, dessins, oui, oui. oui, avec une femme à walper, et alors. Ouais, mais moi j'étais timide à l'époque, tu vois. Mais enfin voilà, c'est ouais, moi ça me fait très plaisir ce que tu me dis, parce que c'est un magnifique compliment. Je pense qu'on partage, lui et moi, ce même imaginaire halluciné, et en fait, qui est absolument pas réaliste, mais qui est cohérent, par rapport à lui-même. Ouais. Heu, En fait, de toute c'est là où je voulais en venir, c'est le fait que tu n'arrives pas à sortir de ton style, j'ai pas trouvé ça grave en soi, même si, mmh, oui, c'est dommageable seulement si tu n'arrives pas à apprendre de tes erreurs, tu vois. oui, Si, je vois. si tu n'arrives pas à sortir de ton style, mais que tu arrives à le modeler, c'est autre chose, tu vois. Mmh. Mais après il y a quelques points. C'est marrant que tu cites Moebius parce que, j'ai vu par contre des artworks, de lui et il y a quelque chose qui j'en ai vu quelques-uns et il y a quelque chose qui m'a toujours marqué profondément, c'est, il a quelques personnages, qui ont tu sais, des chapeaux très hauts, Oui, comme des bites quoi, on va dire. Et oui, je sais très je bien crois que c'est d'où assez vient le récurrent de chapeau ces dire aussi. qu'il y a plein de personnages et moi, j'ai un personnage que j'aime beaucoup et j'ai choisi délibérément de reprendre, ce même chapeau haut, parce que je trouve quelque chose d'iconique dans cette esthétique et je suis fier de faire ce clin d'œil dans mes personnages. Après, bah, c'est justement ce qui est intéressant aussi, c'est de la bande dessinée, ce qu'il fait et moi j'écris juste des textes et Heu, bah, comme c'est pas du tout le même média, comme tu disais, l'exercice est très différent et moi, c'est un truc qui m'intéresse, j'adore discuter de ça quand je lis des textes à des gens, je leur demande limite de me dessiner les personnages que je leur ai racontés Ouais. et souvent, ils le dessinent de manière très différente et c'est passionnant. Et moi, je le vois. Le plus gros exemple que je peux avoir, moi, c'est bah, l'avantage, c'est que bon, j'ai vu les artworks que tu as fait avec l'évolution toi-même de ton univers, mais Mmh. je trouve cool, c'est anciennement Berthe et Willy Manga. Mmh mh. Je les imaginais comme ça. Ouais. Les deux personnages, genre, rien que le fait de l'écrire. Alors, j'ai vu un dessin après coup, mais de base, Mmh. c'était à peu près comme ça que je le voyais. Et genre, Ah, même c'est que je génial. préfère, j'avais dit à un moment donné, je préfère ma vision de la chose, de ces deux personnages-là, que Oui, le dessin mais c que tu avais fait. mais c'est Ce qui est ça, assez drôle je suis d'ailleurs, très heureux. ce qui est cool, c'est que ce qui est drôle et ce qui est génial avec ce média qui est le roman. Attends, je vais changer de Eh musique oui. parce que c'est trop Je vois l'angoisse là. exactement ce que tu veux dire. Je vais finir ta phrase. Je suppose que tu vas vouloir dire ça. C'est que là où le romancier triche un petit peu, c'est qu'il se repose sur les épaules de ses lecteurs. C'est-à-dire que le dessinateur, lui, il a intérêt à avoir un sacré talent. Tu vas me dire le romancier aussi, évidemment, mais t'as pas le choix en fait avec un dessin. C'est-à-dire que tu vas proposer Ouais, quelque c'est chose t'imposes qui est la sur le vision papier, voilà. de quelque Voilà, chose. est-ce que ça te plaît ou pas? Le roman, tu as une part du lecteur qui est mis à Mhm. contribution dans l'appréciation et la construction même du visuel des personnages, Oui, qui est propre à chacun. mais je trouve Et t'as réussi à partir du moment où ton texte, les gens, s'ils arrivent à préférer
ce qu'ils imaginent d'un personnage que les propres interprétations et dessins de l'auteur lui-même, Mhm. c'est qu'il a réussi, tu vois, genre, Ouais, 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 c'est qu'il a, il je a vois. mieux transcrit à l'écrit que par dessin ce qu'il voyait, ce qui en soi Mhm. est genre, même si ça correspond pas à l'imaginaire des personnages, si les gens préfèrent leur imagination, euh, pour moi, c'est dire Ah non, qu'il mais je suis c'est tout pas à fait incohérent d'accord. avec le reste de l'œuvre, c'est que le gars il a géré son coup. Mhm. Ah non, mais tout à fait. Mais tu vois, on peut faire un parallèle avec. Je, je dis ça, je crois que c'est ça l'histoire, hein, mais Andrzej Sapkowski, l'auteur du Sorceleur, lorsqu'est sorti Witcher 2, je crois qu'il a dit aux développeurs ah, c'est super, mais bah, j'imaginais pas le visage du héros comme ça, de Geralt. Ouais. Et du coup, ils ont fait une mise à jour pour que le visage corresponde mieux à ce qu'il imaginait du Mhm. visage de son héros. Mais moi, je pense que si j'avais le chance infinie chance immense d'être à sa place, d'une manière plus ou moins similaire, bah, est-ce que je garderais pas ce commentaire pour moi? C'est-à-dire que je serais très heureux je serais même fasciné par le fait que des gens aient sculpté un visage Ouais. euh, par rapport à de simples bouts de mots Ouais, ou à la que rigueur, j'ai. si les développeurs eux-mêmes ont cette volonté de faire ça, tu peux toujours leur dire, bah écoutez, laissez un genre d'option, Ouais, tu sais, genre, mais selon je, ce que je les gens trouvais ça, préfèrent. je trouvais ça poétique en fait, le fait que des gens modélisent en 3 dimensions un visage Ouais, qu'ils ont. En selon, plus, ce qui était avec intéressant, des c'est que mots. c'est probablement pas un mec qui a sculpté le visage de Geralt à la sortie de Witcher 2, enfin, pour la sortie de Witcher 2, et en gros, c'est sûrement plein de concepteurs qui ont donné leur avis, et en gros, ils se sont mis d'accord sur un visage qui, plus ou moins, c'est comme ça que les gens se les représentaient. Et Ouais. ben voilà, tu voulais un truc qui ressemble plus au visage de ton personnage, t'aurais passé 3 pages à décrire ses traits. Enfin, tu vas me dire, ça aurait été trop productif, ça aurait peut-être fait des lourdeurs dans le texte, mais Mais je sais justement, pas, tu limites la liberté des lecteurs, et justement, si les gens ouais, voilà. lisent un roman et pas une Bah, BD, tiens, c'est peut-être la parce qu'ils preuve, c'est préfèrent qu'aujourd'hui, quelqu'un l'imagination du qui va lire le Sorceleur après avoir joué au jeu, ah bah, bonne Ouais, chance pour il est essayer biaisé de ouf. d'arracher son visage. Bah ouais. Ouais, Donc, ça non, m'est non, arrivé plein c'est de sûr. fois. Remarque, il me semble que j'avais réussi à... Tu vois, moi par exemple, je me félicite d'un truc. C'est, j'adore la saga de romans Expense. Et Lequel? bah moi j'ai eu la chance de The Expense, The Expanse, ouais. de la science-fiction, Tu et l'as lu ça a avant été de le adapté. voir, hein. Je l'ai lu avant. J'ai même jamais vu la série. Ok. Mais donc moi j'adore le roman. Et quand j'ai vu vite fait les bribes de la série, j'ai été le personnage de Miller, c'est le détective en gros Mhm. privé. Je crois que c'est lui, hein, je crois que c'est Miller. Je sais plus. Enfin, le détective privé Ouais. de la série. Moi, dans ma tête, il était trop stylé, tu vois, dans sa crasse. Et quand je l'ai vu dans la série, j'ai fait what the fuck, zéro charisme. Alors peut-être que quand tu regardes la série, enfin j'ai vu un trailer si tu veux. Quand tu Ouais. regardes la série, il y a plein d'autres choses qui font qu'il est stylé. Mais comparé à ce qu'il est dans le roman, Moi, je le trouve cool dans sa crasse, justement, dans la série. ouais, mais Ouais, non, il mais est dans le vrai, sens pour te où, donner un ce qui est bien, comparatif, c'est que... dans le roman, c'est vraiment Descartes dans Blade Runner. Tu vois ce que je veux dire? Non. Dans le film Blade Runner. Hérétique que je Bah suis, oui, je t'as n'ai pas vu. toujours pas regardé Blade Runner, l'original. C'est pas grave. Ni Mais le c'est remaster, moins. d'ailleurs. Je sais pas comment dire, il est moins métrosexuel dans le livre que dans la série, tu vois. Genre, Ouais. c'est des vieux de folcote en cuir, le chapeau qui est tout moisi, et tout comme ça, tu vois. Enfin, c'est moi comme ça que je l'ai perçu, en tout cas, Ouais, encore une mais fois. toi, t'es... Alors, c'est drôle, parce que du coup, moi, je fais le rapprochement avec un genre que t'aimes beaucoup à la L.A. Noire. Genre, Ouais. tu vois, c'est drôle parce que justement, t'as ce culte-là des personnages qui est assez récurrent Mhm. dans tout ce qui est inspecteur, etc. Et du coup, c'est Ouais, drôle j'adore que ça. quand t'as un truc, quand t'as une description qui s'en approche, moi j'ai pas lu des Expense, donc je pourrais pas te dire, mais je trouve ça drôle que tu aies imaginé le même genre, tu vois. Ouais, ouais, je vois.
Après, faudrait que je relise. Attends, je l'ai là, mais il doit y avoir quand même des passages qui évoquent ça. Genre, je Ouais, crois non, qu'au mais en début, vrai, le moi premier. j'aime beaucoup l'esthétique du bonhomme. Je le trouve assez cool, tu vois. Et genre, tu vois vraiment le mec, genre, dans la galère des Ceinturiens. Moi, j'ai bien Ah aimé non, le non, mais, personnage. ah, non, mais moi j'ai même pas vu la série, donc je peux pas juger, mais Mais- disons Ouais, que non, mais c'est ça, j'aurais dans tous besoin les cas, d'avoir le temps d'adapter. C'est ça. c'est le Ouais, désavantage de mais, commencer par le roman et pas par le mais tout à visuel. fait. Et pour revenir un peu au fil du sujet, là où par exemple, moi, les seules choses, dont je peux les compter sur les doigts d'une main où il manque des doigts, mais c'est pas de la prétention du tout, hein, de toute façon, je suis pas capable de faire autrement, mais moi, il y a par contre quelques trucs chez quelques rares auteurs qui m'ont profondément inspiré et où je trouve ça d'une efficacité mortelle. Et je vous donne l'exemple de Edgar Allan Poe, que je pense que tout le monde connaît. Lui, il a une manière très particulière de commencer ses œuvres, et c'est assez inédit pour l'époque. En fait, lui, t'es tout de suite dedans, quoi. Il fonce, et moi, quand j'écris mes trucs, genre, t'as pas une douce entrée en matière, etc. T'es bim dans le cœur du truc. Je te donne un exemple. Par exemple, quand il a écrit L'Ange du Bizarre, son roman, je te lis les 5 premières lignes, ça fait. Le roman commence direct. C'était une froide après-midi de novembre. Je venais justement d'expédier un dîner plus solide qu'à l'ordinaire, dont la truffe dyspeptique ne faisait pas l'article le moins important, et j'étais seul, assis dans la salle à manger, les pieds sur le garde-feu et mon coude sur une petite table que j'avais roulée devant le feu, avec quelques bouteilles de vin de diverses sortes et de liqueurs spiritueuses. Et tu vois, c'est genre, t'es genre, ah, quoi, c'est qui, pourquoi, et tout. Et le mec, il te raconte déjà qu'il est en train de bouffer et qu'il s'est bourré la gueule, tu vois. Et dans la matinée, j'avais lu Léonidas de Weber, aussi, labourais-je volontiers, je me sentais légèrement stupide et je m'efforçais de me réveiller avec force vert de Lafitte. Et n'y pouvant réussir, du désespoir, j'eus recours à un numéro de journal égaré près de moi. Et tu vois, il est direct dans le cœur du truc. Genre, t'as pas je suis monsieur machin, je vais vous raconter Ouais. la première journée de cette histoire, machin. Mec, En même temps, moi, on j'aime pas s'en- ça non plus, hein. C'est genre. Narrateur trop extérieur, Et, moi, j'aime pas trop ça. et moi, j'adore enfin, la qualité de peau, c'était vraiment de commencer. On s'en bat les couilles. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Dès que ça commence à devenir intéressant, c'est là qu'il commence son récit. Et moi, je m'emmerde pas. Je suis comme lui et je pense que c'est un très bon réflexe. Enfin, c'est un réflexe efficace. Bon, Pas dans mon tous bien beau, les types de récits, mais moi j'adore ça. Je trouve ça très très beau de commencer comme ça et pour, j'arrive pas à faire autrement. pour revenir un peu à ce que tu disais vis-à-vis de The Expanse, justement on parlait de The Witcher, c'est du coup la question Ouais. que je te pose. Je trouve ça intéressant que tu me dises du coup. euh, Tu as lu les romans avant de jouer au jeu. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a La série fait n'est pas du coup finie, mais ouais. de ouais, non, mais tu as lu donc t'as eu le temps de se faire un visage, de t'en faire un visage Ah dans oui, ton oui, esprit de oui, oui. Geralt. Mais qu'est-ce qu'il en est du coup du jeu? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu le jeu Euh, avec le visage de Geralt ou d'autres personnages? Est-ce que ça t'a Alors moi, marqué, genre la différence entre ce que tu imaginais et les visuels qu'ils ont donnés ou non, parce que moi, ça va peut-être paraître contradictoire avec ce dont on vient de parler juste avant, mais alors moi, je mets toujours un monde entre ce que je lis et ce que je joue issu des livres, ou ce que je vois, les films adaptés, etc. genre tu as l'impression de Moi, revivre une œuvre différente? totalement. Moi, Bah, l'avantage tu de vois, The le Witcher, c'est que film. c'est ça, c'est que si ils reprennent pas, à part le visuel, ils reprennent rien, tu vois, donc... Oui, voilà, bah déjà, c'est ouais, mauvais exemple du coup avec The Witcher, mais Ouais. bon, tu as tout à fait raison parce que c'est la suite du roman, le jeu vidéo. Mhm. Mais tu prends par exemple, on va prendre Le Seigneur des Anneaux. euh, Ben, il y a plein de trucs. Je te donne un très très bon exemple pour Le Seigneur des Anneaux. Alors, je vais essayer de la retrouver sur Internet.
Comme ça, on va savoir de quoi on parle et les gens pourront comparer et voir un peu ce que je dis. Alors, il est sorti voilà, c'est ça. Il est sorti une excellente bande dessinée sur Bilbo le Hobbit, qui est illustrée par David Wenzel, donc, qui s'appelle Le Hobbit, qui a été adapté par Charles Dixon, je pense, celui qui a fait la traduction française, mais surtout, c'est très important, le dessin de David Wenzel. Tu veux que je t'envoie le lien, non ? Ouais. Ouais. En gros, quand tu lis cette bande dessinée, tu as l'impression que l'auteur, il n'a pas vu les films, en fait. Et il n'a pas vu à la fois les films Seigneur des Anneaux et il n'a pas vu le film Le Hobbit. T'as l'impression que c'est un mec, un vieux gars, tu vois, qui a lu que les romans de Tolkien. Et en fait, il a fait sa bande dessinée comme ça. C'est-à-dire que toute l'esthétique, elle est vraiment issue. Alors, comme on a dit précédemment, les interprétations esthétiques sont propres à chacun, mais tu as quand même des descriptions dans les livres de Tolkien qui vont passer à la trappe dans les films, parce que ça passerait pas bien. Et tu vois, je te donne l'exemple de cette bande dessinée, parce que quelque chose qui est caractéristique, c'est, tu vois les hobbits dans le film Le Hobbit, ils ont un aspect un peu, tu sais, ils ont un aspect un peu runique, un peu viking, mais un peu nordique, tu vois ce que je veux dire, avec des... Tu vois, leur esthétique, tu sais, assez anguleuse, que ce soit dans les armes, les armures... Ah, les hobbits non, les nains, pardon. Ouais, j'allais dire, parce que les hobbits, je voyais pas ça. Mais oui, j'allais dire les nains, oui, mais pas les hobbits. Tu vois les nains dans le Hobbit, le film. Ouais. Non. Et ben, dans la bande dessinée dont je viens de t'envoyer le lien, les nains, c'est des mecs petits, avec des belles tuniques de chacun une couleur différente, et des chapeaux pointus en tissu. Tu vois ? Et qui ont pourtant des glaives et des épées, et qui se battent comme des lions. Et ça, en vrai, c'est plus ou moins l'esthétique globale des livres, des romans. Mais moi, quand je lis les romans de Tolkien et que je vois les films, je suis pas, j'ai pas ce genre ah putain ça m'a gêné, je l'imaginais pas comme ça, je mets un mur. Tu vois, moi c'est juste que quand je te donne l'exemple de The Expanse où j'ai vu le personnage du détective qui m'avait un peu choqué dans le trailer, c'est parce que en soi, lui, tu vois, un hobbit, qu'il ait un chapeau pointu, un gros casque en métal à la viking, qu'il soit à poil, non pas un hobbit, un nain. J'allais dire on s'en fout, mais il se trouve que le personnage du détective dans The Expanse, son personnage tout entier est indissociable de son apparence crasseuse. Et dans le trailer, alors moi j'ai peut-être une vision biaisée, parce qu'un trailer c'est très rapide, t'as pas le temps de bien voir, mais le premier truc que je me suis dit c'est ah là là, il lui manque la crasse qu'il y a dans le roman. Mais c'est parce que j'ai sûrement mal vu. Donc là ça pose problème parce que c'est un autre personnage du coup qui est raconté dans la série. Mais moi globalement, à part ce contre-exemple, je suis pas quelqu'un qui va bitcher. Là où je peux bitcher, c'est quand t'as des lacunes scénaristiques sur certains points. Par exemple, moi je comprends pas que le film Le Hobbit 3, je suis persuadé que Peter Jackson, c'est même pas lui qui l'a fait ce film-là. Enfin, j'exagère, mais il y a des passages entiers qui sont rajoutés dans le film, qui ne sont pas dans le livre, qui ne servent à rien, et il y a des passages entiers qui sont dans le livre et qui sont pas foutus dans le film, et qui sont essentiels pour construire l'univers et le récit, qui sont immensément importants. Et je comprends pas pourquoi on a rajouté des choses qui n'existent pas, qui servent à rien. Pourquoi pas plutôt mettre des choses qui servent le livre. Tolkien savait ce qu'il faisait quand même. Il a mis des années à écrire ses textes. Donc bon. Après, moi aussi, globalement, quand une adaptation n'est pas du tout comme l'œuvre originale, je suis le dernier à crier, parce que dans un sens, je suis content que le Hobbit, la trilogie de films, soit pas comme le livre, parce que ça te fait double d'œuvres à consommer et à découvrir, quoi. Comme c'est pas la même chose.
En fait, je suis un peu comme toi dans le sens où j'arrive pas à comprendre les gens qui hurlent. Tu vois, genre les gens qui sont mécontents et tout, tu vois. À la rigueur, je vais faire partir des gens qui vont dire, ok, genre honnêtement, je préfère largement la vision du livre sur tel endroit, mais je préfère la vision du film sur telle ou telle chose, tu vois. Voilà. Mais, mais de là à dire, ouais, le film c'est de la merde, il respecte pas le roman, je veux dire, qu'est-ce que tu comprends pas dans l'idée d'adaptation. C'est ça, Non, mais tout à fait. ça te plaît pas, ok, tu préfères le livre, ok. Ça veut pas dire que tu peux Bon, pas faut apprécier pas se cacher, le film. ceux qui gueulent dans le coup, ah, c'est pas comme dans le livre, machin, c'est juste pour se faire mousser en Ouais, montrant genre qu'ils j'ai ont lu le lu livre, je pense que c'est 90% des 90% des cases, gens, comme c'est ça, ouais. Mais par contre, un contre-exemple, je vais pouvoir aussi bâcher le film s'il est foncièrement mauvais. Il est mauvais. Là, Je par te donne exemple. un exemple. Attends, moi je te Je te donne un donne un exemple. exemple. Moi, Ok, vas-y, donne-moi ton Molo, exemple. J'essaierai de te qui battre est avec le mien. en fait, c'est un exemple qui était sur le long terme. C'est en gros Eragon. J'ai commencé à lire Eragon quand j'étais. Ouais, alors, j'ai jamais lu et je crois Ah, que j'ai vu un seul film. je devais être ado, pré-ado, ça dépend à quel moment tu dis ça, mais je devais commencer à lire ça à 16 ans, 16-17 ans, tu vois. Donc truc qui colle bien avec la personnalité du gamin dans le livre, en gros. Ouais. Et moi, j'ai commencé à lire Eragon quand le premier tome est sorti. Donc, D'accord. je crois que je suis arrivé jusqu'au troisième, ça m'a gavé, je vais pas continuer au quatrième. Mais j'ai été foncièrement touché par ce roman, tu sais, genre j'ai de l'affect envers lui, tu vois. Et parce que je l'ai lu quand j'étais kid et que ça m'avait marqué et que j'ai trouvé vraiment dans mon imaginaire, j'ai kiffé le lire à ce moment-là. D'accord. Bon, après coup, plus tard, je me suis rendu compte de quelques lacunes en termes d'écriture, mais bon, le gamin, il a commencé à l'écrire à 17 ans, je crois, et il est publié à 21 le premier. Ah, je savais pas ça. Genre, Putain, il a classe. écrit super tôt, et il a publié le premier à 21, je crois, tout dans le genre à 21 ans. Ok. Oh Ou la alors vache, il l'a écrit à 21, je sais plus. Mais en tout cas, excessivement jeune par rapport à ce qu'on peut s'attendre d'habitude. Et du coup, oui, tu vois les lacunes en termes d'écriture, droite à gauche, tu sens des fois que c'est un jeune, voire un ado qui l'a écrit, tu vois. Mais à Ok. part ça, ça va, ça se lit correctement, c'est un truc pour ado, faut pas se cacher non plus, c'est de la SF gentillet, tu vois, avec le héros, tout ça. Je suis allé voir le film, ça m'a violé mon imaginaire, Ah ouais, mais d'une puissance phénoménale. En fait, ce qui m'a déçu, c'est que j'en attendais tellement, parce que genre, tu sais, quand il y a une œuvre qui te marque comme ça, Ouais, tu t'en attends tellement de ouf, tu vois. bah ouais. Et je suis arrivé au cinéma, genre, le dragon, là, il m'a... Ah Ah Ouais. Mon anu Moi, je sais pas. Moi, je sais pas si si j'ai déjà eu ça pour le coup. En fait, ce qui m'a déplu, c'est... Ok, vous arrivez pas à faire ce dragon. Genre, si, il est pas ouf. Arrêtez les interactions avec lui. Ça se voit, le contraste, ça se voit à mort. Faites en sorte qu'il y ait des plans où il y a juste le dragon, pour pas que ce soit trop choquant. Et ben non, Alors. il s'amuse à faire en sorte que le héros il lui gratouille le menton et tout pour essayer de essayer de faire un cache-misère, sauf que ça fait pire que mieux. Parce que tu vois la main du gars qui passe à travers les pics de son menton. Genre j'ai tilté ça, je devais avoir, je sais pas quel âge quand est-ce qu'il est sorti le film. J'étais beaucoup plus vieux, tu vois. C'est un bail, hein. Ouais. Mais j'étais beaucoup plus vieux que quand je l'ai lu. Et en plus de, bon voilà, ça respecte pas l'esthétique, je me suis dit, voilà, j'aime pas le dragon, il est moche, ok, mais c'est une vision. Mais non seulement il y a une vision, mais en plus ils l'ont, c'est pas seulement la question de la vision du dragon, je veux dire, parce que ceux qui l'ont modélisé, ils pouvaient l'imaginer comme ça, c'est pas le problème. Mais tu vois... Mais c'est mal exécuté. C'est ça se voit que c'est mal fait. Je veux dire, faites-le pas si c'est mal fait. Tu vois, genre... Oui, alors bah tiens, j'ai un très bon truc pour faire la transition avec ce que tu dis. Le faites pas si c'est mal fait. Moi, j'ai un désaccord avec un ami sur ce point.
Après, est-ce que notre désaccord n'est pas légitime de sa part, dans le sens où... Bon, je vais t'expliquer le principe. Howard, je crois que c'était Howard d'ailleurs, Lovecraft. Lovecraft a une œuvre qui repose sur un principe qui est clair, c'est créer l'horreur et décrire l'horreur indicible, c'est-à-dire l'horreur qu'on ne peut pas exprimer tellement qu'elle est puissante, par des mots. Et en fait, donc il ne décrit quasiment jamais clairement la source de l'horreur. Mais par contre, il décrit parfaitement la détresse des gens qu'il crée, qui sont témoins de cette horreur. Ça, c'est fort. Donc en fait, c'est ça qui est merveilleux dans Lovecraft. On ne voit jamais les choses. Enfin, il y a 2-3 fois, on va te dire, voilà, mais même ce qu'il exprime par des mots, c'est des choses qui sont pas représentées. Tu peux pas les représenter visuellement. C'est des espèces de courbes impossibles, des escaliers qui ne finissent pas, qui sont aux frontières de ce que la conscience, la pensée, la vision humaine. La description elle-même ne te permet pas de... Faudrait atteindre un autre palier de conscience pour voir ce que voient les gens qui sont victimes de ces horreurs-là. La description elle-même n'est pas une description en soi, en fait. Du coup, je comprends que des gens qui sont fans de Lovecraft, comme moi, veuillent parce que son œuvre elle est finie. Le pauvre vieux il est mort. Donc on essaie de continuer à se nourrir un peu de cet univers-là à travers d'autres médias que l'écriture, parce que bon, alors il a énormément de gens qui ont continué son œuvre et qui l'ont pour certains fait d'une manière, quasiment tous d'ailleurs, hein, je trouve, qui l'ont fait d'une très belle manière, sans jamais dépasser le maître. Mais quand tu essaies de faire, quand tu fais ça par le texte, il n'y a pas de problème. Mais quand tu essaies de faire des produits dérivés inspirés de l'univers de Lovecraft à travers des arts visuels, que ce soit le cinéma ou la bande dessinée ou le jeu vidéo, bah moi j'ai un problème avec ça. Lovecraft, comme on l'a dit, c'est un univers qui justement trouve tout son sel parce que c'est un univers de mots. C'est un univers qui peut décrire l'indescriptible, en tout cas une bribe. Mais le problème, c'est que quand tu fais par exemple des jeux vidéo ou des bandes dessinées, et que tu dessines des grands anciens, c'est-à-dire les entités cosmiques primales de l'univers de Lovecraft, que tu es censé pas pouvoir... Tu es censé être brisé quand tu les vois, parce que c'est leur proportion, c'est indescriptible en fait. Ben, le problème c'est que tu peux pas faire un jeu qui te brise. Tu vois, à part en te faisant un truc d'épileptique, tu vois, en provoquant chez toi une crise d'épilepsie, je suis d'accord. Mais le problème c'est que les gens qui voient vraiment les grands anciens dans l'univers de Lovecraft, ben, ce sont des gens qui tombent fous dans ses écrits. Mais le problème, c'est que dans les jeux vidéo, qui est-ce qui voit ça? C'est toi, le joueur. Et tu tombes pas fou. Alors on essaie de te faire passer ça avec souvent des mécaniques de... Tu dois... t'as genre des seuils de folie à pas dépasser, sinon c'est game over, tu vois, voilà. Ouais, mais même ça, je trouve que ça te sort, en fait. Un peu. Et moi, genre... je trouve que Lovecraft, on peut pas le montrer. Les jeux vidéo, je veux bien le croire, parce que c'est vrai que c'est marrant, et moi je peux pas cracher dessus, parce que j'ai plein de jeux vidéo dans l'univers de Lovecraft. Mais c'est des univers... Ce que tu me dis sur le fait de réussir à transmettre la folie induite par ces aberrations atroces qui sont décrites dans Lovecraft, avec du Lovecraft, c'est... j'ai pas fait énormément de jeux où on parle de l'univers de Lovecraft, mais j'en ai vu quelques-uns passer, je me suis renseigné sur plusieurs et tout. Et par contre, j'en ai fait un qui est Mac Runner, je t'en ai déjà parlé. Et honnêtement, il me met l'angoisse vraiment. Genre, oui, mais tu vois, le côté jauge et tout, il n'y a pas en fait.
t'as aucun ATH. Et Mhm. tu fais presque que subir en fait ce qui se passe autour de toi. Et même si tu agis, en fait, c'est ça, c'est qu'il te laisse assez de marge de manœuvre pour dire c'est toi qui agis, donc c'est toi qui es dedans. Et qu'est-ce que tu vois, par exemple, de purement Lovecraftien sur la fin? Et ben, alors j'ai pas fini encore le jeu, mais Enfin, à peu près là où t'étais, quoi. bah, là en fait où je suis, c'est intéressant parce que tu vois juste genre des formes que t'as pas envie de voir. Genre, Ok. tu vois, t'as des formes, des silhouettes, mais t'as pas envie de les regarder en fait. Parce que le jeu Toi en tant que joueur ou le toi en personnage? tant que joueur, et Ok. des fois, il y a la caméra qui genre te force un peu à regarder, mais pas trop. Tu vois, Mais du genre genre qui te quelle force. forme? Je sais pas, genre. En fait, c'est. Je saurais pas t'expliquer, mais en gros, ils ont réussi avec le mélange visuel, sonore et tout ce qui peut faire en sorte de t'immerger dedans, Mhm. euh, qui fait que j'ai pas envie de voir des choses. Quand je joue à ce jeu, j'ai pas envie de Bah, regarder. dans un Et sens, ça va. Ça ouais, va. ça veut dire qu'ils Parce ont que réussi en soi à transmettre bien qu'ils ont le. réussi. Mais tu vois, genre, par exemple, je peux te donner deux contre-exemples qui vont souligner ce qui va pas dans. Euh, je considère qu'il y a beaucoup de mauvais jeux Lovecraft. Moi je dis ça, regarde, je regarde de ma bibliothèque Steam, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand même. Lovecraft, tu peux faire des jeux. Alors, en fait, dans tous les romans et univers de Lovecraft, euh, déjà, comme je t'ai dit, c'est toujours. Tu vois jamais vraiment l'horreur, mais tu vas entrer en contact avec des gens qui l'ont vu, qui s'en sont revenus changer. Et là où tu as une erreur de jugement dans le jeu, c'est comme dans des jeux. Alors, le jeu est. Mais pour moi, c'est pas possible que ce soit Lovecraft. Parce que, ok, le mec, il meurt, machin, voilà. Mais tu prends par exemple un jeu comme Conarium. Alors, Conarium, moi j'ai trop kiffé, hein. J'ai super bien aimé. Mais je me dis que, en soi, c'est l'histoire d'un mec, c'est un peu les montagnes hallucinées. Il repart faire l'expédition dans l'Antarctique, ou l'Arctique, je sais plus. Et il explore tout ça, voilà, machin. Il pénètre, il s'enfonce toujours plus profondément dans la terre, sous les montagnes, pour s'approcher de plus en plus de cette dimension des grands anciens par recherche par curiosité scientifique. Et à la fin, il arrive dans des espèces de dimensions où tout semble genre les proportions sont énormes, etc. T'as des créatures bizarres. Et à la fin, il est téléporté dans un monde sous une autre forme avec des couleurs. Enfin, il a une peau de lézard, etc. Et moi, ça, genre, tout le long du truc, j'étais, ouais, autant jouer à Half-Life, tu vois. Et tu te retrouves sur Xen à la fin, j'ai Hmm. plus de kiff à jouer à ça que de voir ça. Mais je vais te donner un contre-exemple. Tu prends un jeu comme Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, où tu joues un enquêteur qui est déjà pas bien dans sa tête, genre Trop bien. grosse pas bien. Il est en grosse dépression, etc. Et il va enquêter dans un village. Un thème qui est assez récurrent dans Lovecraft, c'est tu sais, t'as plus ou moins tout ce monde proche de la mer, tu vois, qui est assez présent dans son œuvre. Et t'as des gens qui sont dans leur chair changés par les grands anciens. Mhm. Et ça se voit parce qu'ils ont des têtes qui, au fil des générations, évoluent, des yeux globuleux, et ils évoquent quelque chose des poissons, si tu veux. Et ça, en fait, quand tu laisses ce doute, que tu montres juste à travers le jeu vidéo des gens bizarres, même qu'ils ont des réactions qui sont très étranges, très hostiles, très renfermés sur eux-mêmes, ça, c'est purement Lovecraftien. Et je trouve que C'est tu peux sale. créer de la pure angoisse comme ça, vraiment. Moi, j'ai carrément plus le malaise en jouant à Dark Corner of the Earth qu'en jouant à Conarium. Conarium, c'est une belle randonnée, quoi. Tu vois, Ouais. mais vraiment, hein, Bah, à je aucun l'ai, moment je te t'as peur. dirai quand je le ferai. Mais, Bah ouais, tu me diras, ce serait intéressant. Et il y a un autre jeu que je voudrais citer, qui mais pour moi, c'est des mecs qui ont tout compris. Ça s'appelle, il vient de sortir, il vient de sortir exactement, mais il est sorti cette année, je crois.
c'est Stygian, Reign of the Old Ones, où là c'est un jeu, c'est un point and click mélange, mélange stratégie tactique de combat au tour par tour. Mais sinon, tu te balades dans un monde où le point de vue est intéressant. Ça reprend je crois que ça reprend aucun ouvrage de Lovecraft, mais c'est genre après la fin du monde, quand les grands anciens ont gagné, tu vois, enfin sont revenus. Et genre, tu vis dans un monde de l'entre-deux où tout est en décrépitude, où il y a une petite ville qui essaie de survivre et la loi n'a plus cours, etc. Et t'as tout qui est en train de se casser la gueule. Et ce monde, il est servi par, le jeu est entièrement dessiné à la main par un auteur qui est Stygian, Reign of the Old Ones, Styggian. Et le jeu, il est pas allé son esthétique. Et en soi, même si je vois pas le moindre tentacule, pas le moindre, j'ai pas fini, pas le moindre grand ancien, machin et tout, que je vois juste des fanatiques, que je vois juste des gens qui sont en train de crever sur le bord du trottoir, qu'il y a des trucs de plus en plus fous qui se passent dans la ville, qu'il y a des cris dans la nuit, tout ça, et ben ça, c'est ça Lovecraft en fait. C'est l'angoisse sourde. Si tu dois définir Lovecraft, c'est ça. Alors bien sûr, les gens ne retiennent, et c'est normal, ils ne retiennent que les formes impossibles, les trucs, etc. C'est drôle qu'ils retiennent la forme que donnent certaines mais oui, alors images de Cthulhu, alors que tu devrais même pas voir une image de... Non, exactement. Alors oui, Lovecraft décrit des têtes de poulpe et des machins, mais c'est pas ça qu'il faudrait retenir. Moi, tu vois, je crois que le premier texte de Lovecraft que j'ai lu, c'était... Je peux même le retrouver. Attends. Tac. Je dois aller voir là. Pour une seconde. Pour le côté folie de Magrunner, ce que j'aime bien, c'est que justement, en fait, tout ce que tu vois, qui est lié au personnage, en fait, mais que t'as pas envie de subir toi, c'est... en fait, t'as la vision, t'as la vue qui part en vrille, en fait. Genre, t'as des genres de mouvements chelous, genre comme si ta tête faisait des spasmes, tu vois. Et tu vois de plus en plus en noir et blanc, et de plus en plus sombre, limite avec des veines de sang, c'est genre sur l'écran, tu vois. Ouais. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. Et plus tu t'éloignes de cette présence, entre guillemets, tu vois, moins tu le ressens, tu vois. Et c'est assez balèze pour me faire ressentir le fait que c'est assez fort pour me faire ressentir, enfin c'est tellement fort ce que ça me fait ressentir que je suis jamais allé jusqu'au bout, genre je suis jamais allé voir ce que ça faisait au bout, tu vois, genre peut-être moi qui suis une flippette en vrai, hein, mais c'est vraiment le cas de base, mais toujours est-il que ça a eu un impact assez fort pour ne pas me donner envie d'aller voir ce que ça fait si je continue dans ce sens-là, tu vois. Bah, tu vois, la différence avec... Alors, je pense... Je vais le faire, le jeu dont on parle. Mais je pense qu'il sera moins puissant que Call of Cthulhu. Ouais, je pense vraiment, parce que pour une... Et en fait, je vais te dire, à mon avis, la différence entre les deux, c'est que toi, quand tu joues à ton jeu et que tu arrêtes, bah, genre la pression redescend. Et en fait, les jeux comme Stygian ou Dark Corner, t'éteins le jeu parce que t'en peux plus. Mais alors, par contre, tu vas pas être bien après, tu vois. Non mais non mais Magrunner, quand je me suis rendu compte que c'était que je l'ai commencé sans savoir que c'était en lien avec les œuvres de de Lovecraft. Oui, je me souviens que tu m'avais appelé en me disant mais en fait c'est... Ouais, mais genre tu te souviens quand je t'ai appelé? Je l'avais éteint ce jeu et j'étais dans le mal. J'étais pas bien. Oui, tu m'en avais pas parlé, je t'avais pas prévenu. Oui, mais j'étais pas bien. Je savais que... Mais tant mieux, oui, c'est la puissance de ce genre d'œuvre, je trouve ça cool. Mais vraiment, j'étais dans le mal. Genre... Et pendant... Pas que quand je t'ai appelé, tu vois, genre, j'étais dans le mal pendant une journée ou deux, facile. Bon, je retrouverai pas le texte, mais en gros, il y a un texte de Lovecraft. Je pense que c'est Point and Click, ça aide beaucoup perdu en mer, et
Et genre, je crois qu'il est dans son bateau et tombe sur une porte qui s'ouvre euh, v- sur la mer, dans la mer. Alors oui, les formes sont impossibles. Une porte en pleine mer, ça n'existe pas, machin. Enfin, ça semble impossible quand tu lis le texte. Mais ce qui est important dans cette nouvelle, c'est pas les dimensions impossibles, c'est la détresse du marin. Hmm. Et alors oui, comme tu dis, on va pouvoir te faire changer le spectre de couleurs quand tu joues à un jeu vidéo ou des choses comme ça, mais je trouve que ça suffit pas. Et il serait intéressant que je fasse ton jeu, que j'y joue, et que toi tu fasses Call of Cthulhu ou Stygian, Planarium. ou les deux, vite fait. Pas Conarium justement, mais les deux que je considère comme excellents. Ouais. Non, je vais être dans le Euh, mal pendant 3 semaines après. ou même tu fais juste le début, tu vois. Mais tu te regardes un let's play. Je vais t'en Ouais, envoyer un de, j'allais dire. de Mais Call of. il faudrait que ce soit un let's play sans commentaire. Ah Faut bah pas il y a sortir du du. commentaire, mais c'est très très bien fait. Mais très discret. Mais en fait, enfin voilà, on fera ça et puis on en rediscutera et on Mais abordera le moi, sujet. MacRunner, je l'ai sur GOG donc je pourrais te le prêter. Ouais, ok, Pas besoin d'acheter comme ça. ça marche. Donc voilà, le Mais, grand Dupan. bah écoute, mon lapin, Et... ça va faire 1h20, 1h30 qu'on en parle. On Hmm. discute. Alors on a beaucoup vergé, mais, mais c'était cool. Ah bah oui, mais en fait moi je pense que c'est parce qu'on s'en fout de ce que je pense d'une œuvre en soi. Je veux dire, Oui, non, c'est amené à la ce qui est discussion qui est important, intéressant. c'est Non, je pense que c'est que je vous la recommande, c'est que des gens se disent tiens, je vais aller voir ouais, non, le moi, texte, ce qui je vais le m'intéresse, payer, c'est l'acheter. pas ce que t'en dis. C'est pas. C'est pas. En fait, si ça, moi, ça m'intéresse de savoir ce que t'en penses parce que c'est Oui, oui. Mais alors, ce qu'en disent les ce gens que je qui veux donne dire, intéressant ou pas une ce œuvre. que je veux dire, c'est moi ce qui m'a fait que j'ai accepté de parler de ce que j'aime bien, euh, c'est que des gens se disent peut-être certains, bah tiens, je vais aller voir, ça va être intéressant. Euh, Après, je vous donne mon avis pour vous donner envie de voir ces trucs-là. Alors moi, je suis quand j'aime, comme dit quelqu'un dans le film La guerre de Troie, là, de Peterson, c'est le réalisateur, moi j'aime avec ardeur, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand j'aime un truc, je l'aime à fond. Donc je suis très expressif, et il est possible que vous soyez déçus par rapport à ce que je vous ai vendu. Mais ça, j'y peux rien, c'est juste que je vis les choses à 300% en bien comme en mal. Oui, non, mais Donc, après, ça, l'avantage de ce donc format, voilà, c'est que je vous conseille des t'auras pas trucs. de retour et- de personnes pétées en ego trip. Oui, voilà. Mais je vous conseille des choses. Et puis, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est je trouve même que c'est l'essentiel du format, c'est qu'on diverge. Moi, je commence par un truc pour Verge. introduire le machin. Et en fait, c'est ce que j'ai pas eu le temps de te dire, Jim, c'est que quand tu m'as demandé de sélectionner des trucs, j'ai choisi des trucs qui permettent de grave diverger, digresser, en Graissé. parlant, justement. C'est juste c'est juste le point d'introduction, en fait, Ouais, l'œuvre dont je parle. clairement. Non, Et puis moi, là, ça on a eu m'intéresse l'occasion de d'avoir en parler de plein de plus. choses, de rapports L'avantage, c'est que écrivains. ça sort de partie, Avec... c'est que la première, c'est voilà, si tu donnes envie à quelqu'un de, voire à moi directement, si je connais pas l'œuvre, de lire une œuvre en plus, tant mieux. Après, voilà, l'idée, c'est de partir d'avoir une base et une base, puis de s'en Et puis écarter. peut-être, si un jour tu veux inviter des guests dans l'émission, ce sera sympa. Ouais, C'est vrai que le fait d'être à deux, ça évite un brouhaha. ouais, et puis Voilà. ça évite que on se coupe trop la parole. Déjà là, à deux, c'est pas forcément évident quand on a envie de dire un Ouais, truc c'est sur sûr. un Quand les moment, sujets sont pas rebondir suffisants, sur c'est jamais un moment T sur quelque chose, c'est pas facile. Mm. Il Alors, faudra un ouais. maître du débat. Enfin voilà.
En tout Yes. cas, Hmm. merci d'avoir écouté. Ce qu'on pourrait faire, si un jour tu publies cette vidéo, cette piste son, c'est que tu marques le, tu sais, je sais pas comment on dit, le timing des choses qu'on aborde. Ouais. Genre, le Grand Diamant, à tant de minutes, on parle de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, de Clark Ashton Smith, meilleur écrivain du monde. Et voilà. Et voilà. Ouais, Ouais. c'est ce que j'avais pensé. Dès qu'on a commencé à diverger, je me suis dit, ok, il va falloir peut-être que je fasse ça. T'as le Ouais. code et Ok. tout. Mais voilà. Des bisous les gens. Puis à une prochaine si on a envie d'en refaire. Chaud! Ah bah moi, avec plaisir. À très bientôt. Bisous.